sur le sous-amendement, sénateur Plett. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui encore une fois afin de me prononcer sur la motion du sénateur Gold concernant le projet de loi C11, loi modifiant la loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. Je m'exprime plus particulièrement sur le sous-amendement proposé par le sénateur MacDonald. Le sénateur MacDonald propose que le projet de loi C11 soit modifié de façon à ce que le Sénat insiste sur l'amendement 3. Le sénateur MacDonald a eu raison de déclarer il y a quelques jours que cet amendement est au cœur des amendements que le Sénat a renvoyés il y a quelques semaines. Le Sénat a examiné le projet de loi C11 pendant de nombreux mois. Je l'ai déjà dit auparavant et je vais le répéter, le projet de loi C11 est un mauvais projet. Le Comité sénatorial des transports et des communications a entendu 140 témoins et un grand nombre d'entre eux ont soulevé des questions qui sont très inquiétantes. Le ministre lui-même a indiqué que le Sénat avait entendu environ 42 heures de témoignages. Alors pourquoi le Sénat a-t-il entendu autant de témoins pendant une période aussi longue? La réponse est très simple, chers collègues. Nous avons entendu autant de témoins parce qu'il s'agissait de Canadiens qui voulaient et qui méritaient d'être entendus. Ce sont des Canadiens qui sont inquiets au sujet de ce projet de loi. Ils s'inquiètent de l'équité et de leurs moyens de subsistance, de l'impact, de l'ingérence du gouvernement dans les domaines qu'il ne comprend pas vraiment. Il s'agissait souvent de Canadiens qui n'avaient pas eu la possibilité de se faire entendre à la Chambre du peuple, à savoir la Chambre des communes. Il a déjà été souligné à quel point le gouvernement a introduit l'attribution de temps sur ce projet de loi. Alors que le gouvernement a honteusement introduit un bâillon sur ce projet de loi au Sénat, il avait déjà utilisé cet outil draconien à de nombreuses reprises à la Chambre des communes. Quel a été le résultat de tout cela? Nous avons assisté à des fiascos successifs au sein du comité du patrimoine de la Chambre des communes. Les députés ont voté des amendements alors qu'ils n'étaient même pas au courant de leur contenu à 100%. Ces amendements n'avaient pas été expliqués. Aucun débat n'avait été autorisé. Aucune question n'a été posée aux représentants du gouvernement. Le comité était soumis à une guillotine imposée par le gouvernement et s'est comporté exactement en conséquence. J'ai entendu la sénatrice Simons dire il y a quelques jours, je cite, « Il est notre devoir au Sénat de protéger la Charte des droits et libertés, y compris la liberté d'expression. Cependant, si je pense que le paragraphe 4.2 empiète sur la liberté de parole et d'expression, il n'empiète pas explicitement sur la liberté d'expression. De façon explicite. Malgré la panique qui règne dans les médias sociaux, la culture de la rage et les escroqueries à la pensée, il ne s'agit pas d'une loi sur la censure, ni d'un complot du Forum économique mondial, ni d'un complot communiste, ni d'un complot nazi, ni d'un complot orwellien. Il s'agit simplement d'un projet de loi imparfait. Laissez-moi répéter les paroles de la sénatrice Simon. Si je pense que le paragraphe 4.2 empiète sur la liberté d'expression, il n'empiète pas explicitement sur la liberté d'expression. Ce sont ces termes. Je ne sais pas si elle a regardé le spectacle de gong qui s'est déroulé à la Chambre des communes où des amendements ont été rejetés par les membres du gouvernement du NPD sans qu'ils aient même pris la peine de savoir de quoi il s'agissait. Mais si ce spectacle n'était pas suffisant pour susciter l'inquiétude quant aux implications pour la liberté d'expression et la liberté de débat dans ce pays, eh bien,
Je suppose alors que rien ne pourra déclencher une telle alarme. Si elle n'a pas été incitée à défendre son amendement après avoir entendu des dizaines et des dizaines de témoins devant le comité sénatorial des transports et des communications, eh bien, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose qui l'incitera à le faire. Et de quel type de combat s'agit-il? À ce stade, il ne s'agit que d'un appel à renvoyer cette question au gouvernement au moins une fois de plus, afin de souligner l'importance de cette question pour tant de Canadiens. Nous ne demandons pas de faire que cela fasse l'objet d'un aller-retour, juste une fois de plus. Cet amendement ne valait-il pas au moins cela? Ne valait-il pas la peine de dire au gouvernement que cette question devait être réexaminée? Ne nous y trompons pas, les Canadiens sont très inquiets par de nombreuses composantes de ce projet de loi. Il n'y a aucun doute à ce sujet, car le Sénat a pu entendre de manière très détaillée à quel point ce projet de loi aura des effets sur de nombreux domaines et composantes du secteur de la radiodiffusion. Je voudrais souligner certaines de ces préoccupations. Tout d'abord, il y avait des préoccupations sur la rigidité dans la définition de contenu canadien. Nous avons entendu de nombreux témoins très préoccupés par cette question, que cette question n'a pas été abordée par le projet de loi C-11. Le gouvernement soutient que l'approche traditionnelle de la définition du contenu canadien, et je cite, a été au centre de la définition des programmes canadiens pendant des décennies. Le gouvernement affirme également que tout amendement de ces dispositions aurait pour effet de supprimer la possibilité pour le CRTC de s'assurer que cela reste le cas. Cette réponse reflète en grande partie ce que nous avons entendu de la part du gouvernement sur tous les aspects de ce projet de loi tout au long de ce processus. En ce qui concerne la question propre au contenu canadien, le gouvernement soutient que le principe selon lequel les programmes canadiens sont d'abord et avant tout du contenu produit par les Canadiens ne peut être défini que d'une seule manière, et ce, pour l'essentiel, doit être la manière dont le CRTC choisit de le définir. Le gouvernement soutient également que parce que cette approche a été au centre de la définition des programmes canadiens depuis des décennies, la question doit continuer d'être abordée exactement de la même manière. Comme il l'a fait tout au long de ce débat, le gouvernement affirme que le CRTC doit avoir toute la discrétion à ce sujet. C'est une position que le gouvernement répète presque comme un mantra. Le CRTC doit avoir un pouvoir discrétionnaire. Le CRTC doit avoir un pouvoir discrétionnaire. C'est un message que nous avons entendu à propos de divers éléments du projet de loi, presque comme un slogan de secours qui se substitue à une véritable argumentation. Même si le Sénat a entendu un grand nombre de témoins sur cette question, le point de vue du CRTC doit toujours être celui qui compte. Le CRTC, il faut s'en souvenir, est entièrement nommé par le gouvernement en place. Et nous devons être honnêtes et dire qu'il est très probable que les commissaires reflètent l'orientation idéologique et politique du gouvernement. Chers collègues, selon moi, cette approche paternaliste et condescendante de la définition du contenu canadien n'a absolument pas sa place dans notre monde du XXIe siècle. Bien sûr, notre comité des transports et des communications l'a entendu. Haut et fort, de nombreux témoins qui ont comparu devant le comité. Le message qui est revenu à maintes reprises est que la définition actuelle et officielle du contenu canadien par le gouvernement est rigide
est dépassé. Le comité a entendu certaines parties prenantes, représentant généralement les plus grands acteurs canadiens, affirmer que la propriété de la production devrait rester l'élément central de la définition de ce qui est et de ce qui n'est pas un contenu canadien. Mais nous avons aussi entendu de petits acteurs qui, nombreux, ont fait part de la rigidité de cette approche. Comme cela a été dit à plusieurs reprises en comité, cette approche signifie que une émission comme La Servante écarlate, un récit écrit par une Canadienne, tourné au Canada, qui en partie parle du Canada et qui est une production située à Toronto qui emploie des acteurs canadiens, des producteurs canadiens et qui rapporte des millions de dollars au Canada. Et pourtant, cette émission n'est pas considérée comme du contenu canadien simplement parce que la société de production est américaine. Cette approche rigide crée des problèmes importants. Tout d'abord, elle mine les investissements au Canada. Nous l'avons entendu dans les témoignages de la part de certains acteurs internationaux. David Fairs, qui est le vice-président de la politique publique mondiale de Walt Disney, a déclaré le 15 septembre, et je cite, « Au cours des 3 dernières années, nous avons dépensé environ 3 milliards de dollars en production de contenu au Canada. Chacune de ces productions contribue à l'embauche, au développement de talents hautement qualifiés au Canada ainsi qu'à l'infrastructure, ce qui profite en fait à l'ensemble de l'écosystème audiovisuel. » Il a aussi ajouté, « Nous travaillons également avec les sociétés de production locales. Nous engageons des gens. Au fur et à mesure que nous développons la production virtuelle, mais, il a dit, nous avons besoin d'un régime souple qui nous permette de le faire. » Cette position est tout à fait compréhensible. Si un programme de Disney raconte une histoire canadienne et la diffuse dans le monde entier, s'il engage des acteurs canadiens, des scénaristes canadiens et des équipes de production canadiennes pour le faire, s'il est tourné au Canada, alors pourquoi est-ce que cette œuvre, ce programme, n'est pas défini comme du contenu canadien? L'amendement proposé par le Sénat visait justement à remédier à cette rigidité fondamentale. L'amendement proposé par le Sénat ajoutait une seule ligne au projet de loi. Brackets 1.11. Aucun des facteurs mentionnés aux alinéas 1.1 A à E ne doit être déterminant pour toute question prévue par un règlement pris en vertu de l'alinéa 1B. Cet amendement se fonde précisément sur ce que les témoins nous ont dit être nécessaire. Wendy Noss, présidente de la Motion Picture Association Canada, qui a comparu devant notre comité le 4 octobre, a déclaré « Le CRTC doit créer une définition moderne et souple des programmes canadiens afin d'élargir les opportunités pour les créateurs canadiens, afin de promouvoir le contenu fait par, avec ou à propos des Canadiens et afin de faire connaître l'histoire canadienne au monde entier. Nous proposons donc un amendement à l'article 10 afin de garantir qu'aucun facteur n'est déterminant. Les sénateurs étaient d'accord avec cette recommandation et ont soutenu l'amendement conséquemment. Mais là, on a un gouvernement qui nous dit que la flexibilité au sein d'une loi n'est pas une bonne chose. Il est assez clair que même le ministère du Patrimoine canadien se rend compte, en son propre sein, que cette position n'est pas viable. Une note de service récente rédigée par la
Broadcasting Copyright and Creative Marketing Branch, donc du ministère du patrimoine canadien, obtenu par le professeur Michael Geist, stipule ce qui suit. Nous supposons que les diffuseurs étrangers produisent déjà des émissions qui pourraient être considérées comme du contenu canadien, mais qui ne le sont pas à l'heure actuelle en raison de la propriété étrangère de ces diffuseurs. Selon les règles en vigueur, le détenteur de droits d'auteur doit être canadien, ce qui empêche les sociétés étrangères comme Netflix de produire leur propre contenu canadien à l'interne. Dans le dernier modèle du ministère, nous estimons que cette production non officielle de contenu canadien représente environ 48 millions de dollars par an. Une fois que les diffuseurs étrangers seront autorisés à produire leurs propres émissions, ce que vraisemblablement le projet de loi C11 chercherait à encourager, ces dépenses se déplaceront vers le contenu canadien certifié. Alors, le ministère du patrimoine canadien reconnaît donc, en privé, la réalité. Le ministère reconnaît tacitement le dilemme actuel de la définition rigide et inflexible de contenu canadien. Mais, malgré tout cela, le ministère et le gouvernement ont rejeté l'amendement du Sénat sur cette question. Pour vous dire bien franchement, chers collègues, la position du gouvernement relève de l'entêtement pur et simple. Et avec cette motion de clôture, le gouvernement veut s'assurer que cette question ne sera pas davantage débattue. Le gouvernement répond non à une orientation législative. Il propose, au lieu de s'en remettre à une procédure réglementaire du CRTC qui risque de prendre des années. Combien d'emplois, combien d'opportunités seront perdues dans l'intervalle? Je trouve l'approche draconienne du gouvernement, qui décide de purement et simplement mettre fin au débat sur cette question et d'autres, là, indéfendable. Le gouvernement fait exactement la même chose à de nombreuses reprises au sein de l'autre endroit et je trouve cela fort critiquable. Je déplore que les sénateurs nommés par le gouvernement aient simplement donné leur assentiment à cette même tactique draconienne. Et ensuite, la question de la vérification de l'âge. L'une des autres questions qui ne pourra être abordée en raison de la clôture du débat. C'est une question dont j'ai déjà parlé, question qui porte sur l'amendement proposé par la sénatrice Méville Dechaine et qui vise à introduire une obligation de vérification de l'âge en cas de visionnage de contenu explicite destiné aux adultes. Le projet de loi C11, après tout, est une loi modifiant la loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. Un tel amendement était tout à fait adapté à ce projet de loi. Il s'inscrivait parfaitement dans son champ d'application. Pourquoi le gouvernement a-t-il rejeté l'amendement? Nous pensons après tout qu'il est important. Alors pourquoi le gouvernement a-t-il agi ainsi? Eh bien, citons-les dans le texte pour obtenir la réponse. Le gouvernement disait « L'amendement vise à légiférer sur des questions relatives au système de radiodiffusion qui vont au-delà de l'intention politique, l'intention en matière de politique du projet de loi dont l'objectif est d'inclure les entreprises en ligne, les entreprises de transmission ou de retransmission de programmes sur Internet dans le système de radiodiffusion. » Voilà une autre rengaine qui a été si souvent répétée. Dans plus d'une de ses réponses aux amendements du Sénat, le gouvernement a répété l'argument selon lequel l'amendement en question va au-delà de l'intention en matière de politique du projet de loi. Dans les faits, le gouvernement affirme que l'intention reliée aux politiques du gouvernement est plus importante que l'examen sérieux et l'examen réfléchi de l'amendement en tant que tel. Lorsque le sénateur Gould a parlé de l'amendement en comité, il a bien sûr, comme il l'a fait fidèle à son habitude, remercié la sénatrice Méville Dechaine d'avoir présenté l'amendement. Mais ensuite, il a dit « Assurer la sécurité de nos enfants n'est pas seulement une priorité pour le gouvernement, mais pour nous tous, c'est pour tout le gouvernement. Mais selon le gouvernement, le projet de loi C11 n'est tout simplement pas le bon moyen d'atteindre cet objectif important et de réaliser ce travail essentiel. » Ben, alors,
Ce serait quoi le bon moyen de protéger nos enfants? Moi, je vous dis n'importe quel moyen à notre disposition. Le sénateur Gold a déclaré que le gouvernement envisageait d'introduire une loi pour lutter contre les préjudices potentiels en ligne dans le but d'assurer la sécurité de tous les Canadiens en ligne. Mais pour dire bien franchement, le gouvernement a eu 8 ans pour agir ainsi et on n'a vu aucun projet de loi en ce sens jusqu'à présent. En fait, il n'y a rien qui indique qu'il s'agisse d'une question qui soit une priorité pour le gouvernement. Je parle de garder nos enfants en sécurité. Je ne me souviens d'aucune référence à cette question dans le discours du trône, ni d'aucune déclaration en matière de politique à ce sujet. Alors, je pense que le sénateur Gold comprendra pourquoi certains d'entre nous sommes sceptiques. Au cours des dernières semaines, le Sénat a exprimé à 2 reprises au moins son point de vue sur cette question. Nous avons récemment adopté le projet de loi S-210, le projet de loi de la sénatrice Méville Dechaine, cette loi visant à restreindre l'accès en ligne des jeunes à du matériel sexuellement explicite. Cependant, compte tenu de la position du gouvernement sur l'amendement inséré par le Sénat dans le projet de loi C-11, il est difficile d'être optimiste quant au soutien de ce projet de loi d'intérêt public au Sénat. J'avance que si le gouvernement avait vraiment à cœur la sécurité des enfants lorsqu'ils sont en ligne, il aurait plutôt tenté de soutenir cet amendement, ou il aurait pu sinon peut-être suggérer des modifications à cet amendement. Évidemment, bien sûr, le gouvernement n'a pas agi ainsi. C'est pas une priorité du gouvernement de maintenir nos enfants en sécurité. Ils l'ont montré, ils ont d'autres priorités. Alors, ce problème restera sans réponse. Et on le verra lorsque l'on votera sur cette motion. Nos sénateurs soi-disant indépendants vont s'accommoder de cette situation. Alors, si nous votons sur ce projet de loi, nous dirons que de maintenir, assurer la sécurité de nos enfants n'est pas une priorité pour nous. Je pense que les arguments avancés par la sénatrice Méville Dechaine en comité restent tout aussi valables aujourd'hui qu'il était lorsqu'elle a proposé son amendement. Et je crois que nous devrions insister sur son amendement. Et j'espère qu'elle fera de même. L'amendement de la sénatrice Méville Dechaine aurait simplement exigé des entreprises en ligne qu'elles mettent en œuvre des méthodes telles que la vérification de l'âge pour empêcher les enfants d'accéder à des programmes sur Internet, programmes qui sont consacrés à la représentation dans un but sexuel d'une activité sexuelle explicite. Comme elle l'expliquait elle-même, l'amendement vise ces contenus pour adultes, c'est-à-dire le matériel pornographique que l'on peut visionner sur les plateformes en ligne. Elle a fait remarquer, la sénatrice, que le CRTC a déjà autorité sur les contenus pour adultes disponibles par l'entremise des radiodiffuseurs traditionnels. Son amendement portait exclusivement sur les contenus pour adultes. Comme elle l'a dit elle-même en comité, cet amendement permettrait simplement d'assurer que ce type de contenu pour adultes n'est accessible qu'aux adultes, qu'il soit distribué en ligne ou par des diffuseurs traditionnels. Il ne s'agit en aucun cas de censure. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de veiller à ce que les contenus pour adultes en ligne soient traités de la même manière que les contenus pour adultes hors Internet, c'est-à-dire des contenus qui ne sont accessibles qu'aux personnes âgées de 18 ans ou plus. Quel excellent amendement! Un amendement génial qui, je pense, nous voudrions tous voir inclus dans la loi. La sénatrice Méville Dechaine a fait référence aux mémoires que le comité a reçues de la part de groupes favorables à son amendement. En effet, l'un des mémoires du Centre canadien pour la protection de l'enfance exhortait le Canada à suivre les traces de pays tels que l'Allemagne et la France, qui ont déjà mis en œuvre une réglementation en matière de vérification de l'âge pour le contenu pour adultes.
Le Centre canadien de protection de l'enfance l'a d'ailleurs dit à notre comité. Le Centre a dit « Le gouvernement peut contrôler les plateformes en ligne, en particulier celles qui fournissent des contenus sexuellement explicites aux utilisateurs. » Pourtant, il est évident que les enfants subissent des graves préjudices lorsqu'ils sont exposés à de tels contenus, en particulier si ces contenus sont illégaux, violents ou dégradants. Rappelez-vous, chers collègues, que les arguments avancés dans ce mémoire sont pleinement soutenus par de nombreuses organisations professionnelles de la santé. Les services de santé de l'Alberta ont rapporté qu'une étude canadienne menée auprès de 470 adolescents a révélé que 98 % d'entre eux avaient été exposés à la pornographie. L'âge moyen de la première exposition était d'environ 12 ans, et un tiers d'entre eux avaient été exposés dès l'âge de 10 ans. C'est une étude qui a aussi révélé qu'un jeune sur 5 est exposé en ligne de manière non désirée, non voulue, à du matériel sexuellement explicite et qu'un jeune sur 9 a fait l'objet de sollicitations sexuelles en ligne. Il a été également rapporté que 15 à 30 % des jeunes ont envoyé des sextos. Et ce taux augmente avec l'âge. Comme l'indiquait la sénatrice Méville Deschênes en cette enceinte, lorsqu'elle est intervenue sur le projet de loi S10, les effets néfastes de l'exposition continue des enfants à des contenus... Les effets néfastes de l'exposition continue des enfants à des contenus pour adultes sont bien documentés. Malheureusement, ces effets néfastes affectent aujourd'hui toute une génération d'enfants. Je parle de mes enfants, vos enfants, nos petits-enfants. Selon une étude réalisée pour le compte du barreau américain, une exposition excessive, en particulier lorsque le contenu est violent, stéréotypé en fonction du sexe et ou sexuellement explicite, biaise la vision du monde des enfants, augmente les comportements à risque et modifie leur capacité à établir des relations humaines fructueuses et durables. L'étude a également révélé que la pornographie est sans doute plus sexiste et plus hostile à l'égard des femmes que les autres images sexuelles véhiculées par les médias. L'agressivité et la violence envers les femmes que l'on trouve dans une grande partie de la pornographie populaire que l'on trouve aujourd'hui peut apprendre aux garçons et aux jeunes hommes qu'il est socialement acceptable, voire souhaitable, de se comporter de manière agressive envers les femmes et de les rabaisser ainsi. Une autre étude réalisée par l'Académie américaine des médecins de famille a révélé que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes consomment des médias numériques provenant de diverses sources. Beaucoup de ces sources sont mobiles, elles sont accessibles 24 heures sur 24 et offrent un engagement à la fois passif et actif. Bon nombre de ces plateformes médiatiques proposent des divertissements contenant des doses importantes de violence et mettant en scène des agressions sexuelles et interpersonnelles. Pendant trop longtemps, nous avons fermé les yeux, nous, la société, sur cet enjeu. Je pense que le projet de loi C11 était un moyen tout à fait approprié pour remédier à la situation. Et je ne suis pas le seul à le penser. Une majorité de sénateurs en cette enceinte le pense aussi. Je crains fort que l'affirmation du gouvernement selon laquelle il a l'intention d'agir sur cette question dans les mois à venir ne sera pas du tout à la hauteur. Je crains également que le projet de loi S10 ne sombre lui aussi dans l'oubli. Si le gouvernement prenait véritablement la question au sérieux, il aurait au moins présenté une contre-proposition. Mais le gouvernement n'a pas agi ainsi. Et maintenant, il ferme tout débat sur cette question et sur toutes les autres questions soulevées par le projet de loi C11. Je crains les implications de cette situation, de cette composante spécifique du projet de loi. Et
Je crains fort que ce seront les enfants et les jeunes Canadiens qui en paieront le plus haut prix. En dépit de tous les problèmes que pose le projet de loi C-11, le Sénat a au moins tenté de résoudre un problème. C'est sur cette question que l'amendement du sénateur McDonald se concentre à présent. Il s'agit de la question de la réglementation par le gouvernement du contenu généré par l'utilisateur. Le fait que cet amendement ait été proposé à l'origine par des sénateurs nommés par le gouvernement témoigne de l'importance de la question. Il témoigne également de la force de persuasion des témoins du comité sénatorial. Une majorité de sénateurs du comité était d'avis que la question ne pouvait simplement pas être ignorée. En effet, une majorité des sénateurs de cette enceinte était du même avis. De mon point de vue, c'était un amendement tout à fait modeste et qui répondait essentiellement à l'engagement du ministre en ce qui concerne la réglementation des contenus générés par les utilisateurs. Je l'ai déjà dit, et le sénateur McDonald l'a également dit, lorsque le ministre a comparu devant le comité sénatorial permanent des transports et des communications, il a expressément affirmé ce qui suit. Nous avons écouté les créateurs de médias sociaux. Nous les avons écoutés. Nous avons entendu leurs préoccupations et nous sommes revenus avec l'exception du point 4.2 qui ne retient que les contenus commerciaux répondant aux 3 critères. C'est tout. Les commentaires du ministre ont sans doute déjà été formulés, vous l'avez entendu, mais ils méritent d'être soulignés. Comme le sénateur McDonald et d'autres l'ont souligné, le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que l'article 4.2 n'était destiné qu'à attraper les contenus de nature commerciale. Ce sont eux qui prétendent avoir entendu les créateurs de médias sociaux, sur les médias sociaux. Or, les témoignages des témoins ont clairement montré que la plupart des créateurs de médias sociaux ne voyaient pas les choses de la même manière que le gouvernement. Donc, et on l'a souligné, l'amendement proposé visait simplement, ni plus ni moins, à confirmer les propos du ministre. C'est tout ce que l'amendement faisait. En fait, le Sénat ne faisait que prendre le gouvernement au mot et mettait à l'épreuve son engagement. Rien de plus. Mais justement, lorsqu'il a été mis à l'épreuve, le gouvernement a échoué. Il a en effet déclaré qu'il continuerait à se réserver le droit d'autoriser le CRTC à réglementer les contenus générés par les utilisateurs si nécessaire. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il s'agit là de la position du gouvernement. Si ce n'était pas le cas, l'amendement du Sénat ne poserait aucune difficulté au gouvernement. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. En fait, le gouvernement a été pris au dépourvu par l'amendement du Sénat et a donc estimé qu'il n'avait d'autre choix que de montrer son jeu et rejeter l'amendement du Sénat. Je pense que ce rejet par le gouvernement aura de graves conséquences. Pourquoi est-ce que je le crois? Parce que les témoins l'ont dit. Permettez-moi de citer ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Monica Auer est directrice exécutive du Forum pour la recherche et la politique en matière de communication. Lorsqu'elle a comparu devant le comité, elle nous a mis en garde contre les pouvoirs quasi illimités conférés au CRTC. Elle a dit « Le simple fait est que peu importe le nombre de fois qu'on le dit et qu'on dit aux Canadiens de faire confiance au CRTC, les objectifs du projet de loi C-11 ne seront sans doute pas atteints si le texte ne permet pas au Parlement d'exercer un contrôle adéquat sur ce que fait le CRTC et sur la conformité du CRTC avec les lois diverses de notre pays, comme la loi sur la radiodiffusion. » Justin Tomchuk, pour sa part, est cinéaste indépendant et il a pris la parole devant notre comité le 27 septembre. Il a fait des commentaires sur la réglementation. Il a dit « Le paragraphe 4.2.2a proposé dans le C11 me permet de comprendre que mon entreprise sera soumise aux directives du CRTC parce que je tire des revenus directs et indirects de mes activités.
L'un des objectifs du texte de loi est de donner la priorité au contenu canadien, pour le bien des Canadiens, grâce aux mesures de découverte. Moi, j'ai une entreprise, et cette entreprise, je l'ai grâce aux plateformes. Et je peux vous dire que ces plateformes sont des algorithmes. Il n'est pas réaliste d'exiger des résultats en matière de découvrabilité sans forcer les plateformes à modifier leur algorithme. Il a ensuite parlé des conséquences qu'il subirait. Il a dit « Les conséquences sont non négligeables, non seulement pour mes activités, mais aussi pour tous les producteurs de biens, les promoteurs, les commerçants ou les exportateurs au Canada, qui se servent de plateformes, de médias sociaux pour vendre leurs produits à l'étranger. » Gigi McCullough est un YouTuber et il est chroniqueur. Il a comparu devant notre comité le 27 septembre. Il a plaidé pour la liberté d'expression et contre la réglementation des contenus générés par les utilisateurs. Il a dit « Les créateurs de contenu et les consommateurs considèrent que le texte de loi est mal ficelé. Beaucoup considèrent en fait que le projet de loi repose sur des fondements mal avisés. Les dizaines de créateurs et de spectateurs de vidéos en ligne ont dit clairement qu'ils ne voulaient absolument pas que le gouvernement ait le pouvoir de forcer les plateformes comme YouTube à promouvoir ou à encourager certains types de contenus canadiens auprès des Canadiens qui n'ont pas choisi de voir ces contenus. » Les remarques de M. McCullough indiquent que de nombreux Canadiens considèrent que ce projet de loi est en fait une attaque contre la liberté d'expression. Nous avons d'ailleurs entendu cette même mise en garde de la part de certains sénateurs ici présents. Les paroles, par exemple, du sénateur Richards étaient très claires. Et d'ailleurs, il a été cité à l'extérieur du Sénat. Mais le gouvernement, qu'a-t-il fait? Il a fait fi de tout cela. Ne nous faisons pas d'illusions. Les gens qui en ont le moyen quitteront tout simplement le Canada pour contourner les restrictions qui seraient imposées par le CRTC. Peut-être qu'il y a des sénateurs d'en face qui ne s'en préoccupent pas. Peut-être qu'ils pensent que c'est du bluff. Mais ils devraient se détromper, car les implications pour la créativité du Canada sont profondes. La sénatrice Simons devrait le savoir. Il y a à peine quelques semaines, elle a parlé de la perte de créativité au Canada en raison des politiques racistes du passé. Les mauvaises politiques gouvernementales et les messages négatifs ne sont pas simplement des choses du passé. La perte de talents nationaux, c'est quelque chose que nous devrions toujours garder à l'esprit lorsqu'on élabore des textes de loi et des politiques. Les lois et les politiques du gouvernement vont beaucoup trop loin ou sont perçues comme allant trop loin. Et quand c'est le cas, elles ont des effets préjudiciables sur le talent ici au Canada. Je suis découragée de constater que les sénateurs ici ont succombé à la notion selon laquelle la résistance est futile et qu'on devrait tout simplement accepter le projet de loi C-11 tel qu'il a été élaboré. Mais pourtant, sénateurs, nous devons défendre le Canadien ordinaire et nous devons défendre tous les témoins qui ont pris la parole devant notre comité. Si les arguments de ces témoins sont crédibles, alors nous avons l'obligation d'agir au nom de ces Canadiens. Lorsque nous manquons à notre devoir, les Canadiens ont alors le droit de remettre en question la légitimité du Sénat ou son utilité. Le Sénat ne devrait pas être tout simplement une enceinte où on prononce de grands discours, où on adopte des motions, où on propose des amendements, mais j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on a fait avec le projet de loi C-11. Le Sénat a passé plusieurs mois à attendre divers témoins et à proposer des amendements au gouvernement. Seulement amendements étaient des amendements de fond.
Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a tout simplement rejeté les amendements du revers de la main. Malheureusement, il n'y aura plus beaucoup de discours parce que le leader du gouvernement a dit « ça suffit, les Canadiens ne veulent pas savoir ce que vous pensez ». Et par conséquent, le gouvernement a imposé l'attribution du temps. C'est regrettable. C'est regrettable parce qu'il n'y aura presque plus de discours qui vont être prononcés sur cette grande question. J'aimerais tout de même, avant de terminer, citer certains des commentaires des témoins qui ont comparu devant notre comité et des conséquences de ce texte de loi. Certains sénateurs pensent que les avertissements sont sans doute exagérés. En tout cas, le gouvernement a clairement l'intention de permettre au CRTC de réglementer les contenus générés par les utilisateurs. Certains sénateurs estiment que ça ne veut rien dire, que c'est tout simplement une question de flexibilité dont devrait pouvoir se prévaloir le CRTC. Mais qu'ont dit les témoins? Commençons par Ian Scott, commissaire du CRTC, qui a dit à maintes reprises la même chose. Ces propos ont été répertoriés soigneusement par le professeur Michael Geist. En mai 2022, vous pouvez poser la question. On a posé la question à M. Scott. Tous ces individuels sont des utilisateurs qui créent du contenu. Est-ce que le projet de loi pourrait les englober? Oui. M. Scott a répondu, telle qu'elle a été construite, il y a une disposition qui nous permettrait de le faire le cas échéant. Le même mois, M. Scott a confirmé l'article 4.2 permet au CRTC de réglementer le contenu téléchargé par les utilisateurs en fonction de critères très explicites. Ça figure également dans la loi. Ensuite, dans un échange avec la sénatrice Wallin, toujours en comité, échange qui a été cité à maintes reprises, la sénatrice lui a demandé « Vous ne manipulerez pas les algorithmes? Vous ferez en sorte que les plateformes le fassent ?» Il s'agit là d'une réglementation sous un autre nom. Vous allez réglementer directement ou explicitement, mais en tout cas, vous allez réglementer le contenu. M. Scott a répondu tout simplement « Vous avez raison. » Tout simplement, vous avez raison. Par après, en réponse à la sénatrice Mihil Deschênes, M. Scott a dit « Je ne veux pas manipuler votre algorithme. Je veux que vous le manipuliez pour obtenir un résultat X. » Il ne fait aucun doute que le CRTC a une intention bien précise et interprète de façon bien précise la loi. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que cela signifie. Je ne suis même pas convaincue que ce soit tous les sénateurs qui comprennent ce que ça veut dire. Puis des fois, j'ai l'impression que toute la vérité m'échappe. Mais quand les témoins nous disent en comité que les répercussions seront considérables, il faut les écouter. J'aimerais maintenant vous citer Garrett Levin, président et directeur général de la Digital Media Association. Il a comparé le 15 septembre et a dit « Les algorithmes sont essentiels à l'expérience des utilisateurs. La combinaison de la personnalisation et de l'étendue du catalogue distingue le streaming de tous les autres modèles de distribution. Par conséquent, le comité devrait ajouter une disposition pour que le CRTC ne puisse pas s'ingérer dans la prise de décision concernant les algorithmes. » Les sénateurs et le gouvernement ont répondu que l'article 9.1 du texte interdisait au CRTC de se servir d'algorithmes ou de codes sources spécifiques. Mais comme l'ont souligné divers témoins, et comme l'a confirmé le président du CRTC, le Conseil établira la politique en prenant en compte que ce sont les plateformes qui vont devoir modifier leur algorithme. Monsieur Levin l'a dit très clairement. Et c'est vrai aussi pour les autres témoins qui ont comparu, comme Jeannette Patel, responsable des affaires gouvernementales et de la politique publique au Canada, chez YouTube. Elle a dit, M. Scott a également dit qu'en fonction du texte, le CRTC pourrait demander aux plateformes de manipuler leur algorithme pour produire les résultats souhaités. Le CRTC
jouirait donc du pouvoir de décider qui gagne et qui ne gagne pas. Nous pensons que cette mesure se retournerait contre les créateurs. Construire un public, ça veut dire établir un contact avec le plus grand nombre de fans qui vont aimer votre contenu au Canada et ailleurs. Comme l'a expliqué Scott Benzie, directeur général de Digital First Canada, jouer avec les algorithmes, c'est s'ingérer dans les affaires des entreprises canadiennes. L'amendement proposé par les sénatrices Simons et Méville-Deschênes n'était pas parfait, certes, mais il est clair qu'il permettait de tenter de trouver un élément de réponse à ce problème. Mais le gouvernement a tout rejeté, même ces amendements modestes. Et par conséquent, le gouvernement veut qu'il y ait des politiques de manipulation d'algorithmes. D'un côté, il y a le gouvernement et les élites culturelles, et de l'autre côté, il y a les Canadiens ordinaires qui s'inquiètent du pouvoir gouvernemental dont nous discutons aujourd'hui. Des créateurs de tout le pays l'ont dit. Nombre d'entre eux n'avaient jamais envisagé venir comparaître devant un comité parlementaire jusqu'à ce que ce texte de loi soit présenté. Qu'est-ce que les autres témoins nous ont dit? Laissez-nous tranquilles pour que nous puissions nous occuper de nos propres affaires. L'un des témoins dont j'aimerais vous parler s'appelle Frédéric Bastien-Forêt. Ce Forêt est une personnalité de la radio et un créateur de contenu au Québec. Et il a comparu devant notre comité, ou le Comité sénatorial des transports et des communications, en octobre. Il décrit ses vidéos comme étant à la fois éducatives et divertissantes. Et il veut contribuer à la société. Il s'est exprimé au nom de bon nombre de Canadiens lorsqu'il a dit « Parfois, il est sain de créer sans limite. Ça nous permet d'être nous-mêmes à 100%. Peu importe nos différences, ça nous permet d'établir un lien avec un public composé de personnes comme nous. » Il a ensuite exhorté le comité à, et je cite, « En ce moment, je m'adresse à tous les politiciens d'Ottawa, de Vancouver, de Toronto, de St. John's, de Winnipeg, de Montréal ou de Québec. Aidez-nous à assurer la robustesse de la créativité numérique, parce que les créateurs, ce sont de petites entreprises, et les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie. Les plateformes permettent aux petites entreprises de prospérer. Si nous devons taxer les gens de la technologie, assurons-nous de subventionner les créateurs locaux. Ne laissons pas passer cette occasion. Plus précisément, pour ce qui est du texte de loi C11, il convient de modifier l'article 4.2 et d'exclure les contenus générés par les utilisateurs de toute mesure d'application. Il s'agit d'une personne qui n'aurait jamais comparu devant un comité parlementaire auparavant. Et qu'a-t-il dit? Il a dit « Je m'adresse à tous les politiciens. » Je le répète, d'Ottawa, de Vancouver, de Toronto, de St. John's, de Winnipeg, de Montréal et du Québec. Aidez-nous à assurer la robustesse de la création numérique. Ne laissez pas cette occasion vous filer entre les doigts. Corrigez l'article 4.2 et faites en sorte que les contenus générés par les utilisateurs ne soient pas soumis au texte de loi. Alors, quelle a été notre réponse, chers collègues? En fait, la réponse du Parlement du Canada et du Sénat a été de dire « Désolé, ça ne nous intéresse pas. » Les sénateurs du gouvernement ont accepté de clore de façon prématurée le débat sur le projet de loi et de faire adopter de force cette loi. Chers collègues, c'est tout simplement choquant. Je voudrais citer un autre témoin dont nous allons faire fi. Vanessa Brousseau, créatrice autochtone de contenu numérique, porte le nom Resilient Inuk et elle a comparu devant le comité le 15 novembre. Elle a dit « Je crains que le projet de loi C11 crée davantage d'obstacles pour les autochtones qui créent des contenus et qu'il soit plus difficile pour les créateurs autochtones de réussir. Les créateurs autochtones comme moi
les premiers créateurs numériques qui se servent de plateformes de contenu générés par les utilisateurs comme TikTok et YouTube, jusqu'à présent, n'ont pas été consultés. On ne nous a pas demandé ce qu'on pense du C11. Je comprends que les organismes culturels autochtones représentant les artistes traditionnels ont été consultés. Mais les créateurs indépendants comme moi ne sont pas représentés par ces organisations et nous avons des objectifs qui sont uniques. Chers collègues, est-ce qu'on tend vraiment la main aux collectivités autochtones? Là, on nous a présenté l'occasion de le faire. Pour ce qui est des questions autochtones, le gouvernement a affirmé qu'il respectait le principe « rien sur nous sans nous ». Il l'a répété à maintes reprises. Mais pratiquement parlant, ça veut dire quoi? Lorsque les gens ordinaires de ces collectivités autochtones ne sont pas entendus. Je pense que chaque sénateur ici présent devrait se poser la question. Les témoins que j'ai cités et tous les autres qui ont comparu trouvent que ces grandes questions dont fait fi le gouvernement sont très importantes et maintenant vous faites la même chose que le gouvernement. Le gouvernement veut maintenant exercer ses pouvoirs qui vont beaucoup trop loin. Mais aujourd'hui, cette approche est archaïque et elle est inefficace. Les créateurs canadiens sont mobiles et ils ne vont pas accepter d'être assujettis à la réglementation du gouvernement. Comme je l'ai dit, malheureusement pour le Canada, il y en a beaucoup qui acceptent sans rechigner. D'autres contourneront simplement le CRTC. Le projet de loi C11 met en péril le respect que les gens ont pour notre gouvernement et pour notre système parlementaire. J'aurais voulu que la majorité de sénateurs prennent la défense des créateurs comme M. Forêt et Mme Brousseau. J'aurais voulu qu'ils se tiennent aux côtés des témoins comme Scott Benzie, Orby Roy, Justin Tomchuk et Gigi McCullough. Mais ça n'a pas été le cas. Et maintenant, le gouvernement utilise une guillotine pour bâillonner les sénateurs. Il faut que les Canadiens le sachent. Il faut le dire aux Canadiens pour qu'ils comprennent que pour ceux qui sont contre ou qui ont des préoccupations, eh bien, ils n'auront pas droit au chapitre. Le Sénat a présenté des amendements. Nous demandons que nos amendements soient réexaminés. Ce n'est pas nouveau. Le Sénat a déjà ainsi de la sorte. Le sénateur McDonald a demandé aux sénateurs d'écouter les Canadiens au lieu d'écouter le bureau du Premier ministre. La majorité des sénateurs nommés par le gouvernement s'y oppose. C'est tout simplement honteux. Chers collègues, à ce stade, tout le monde dans cette enceinte sait très bien ce qui va se passer. Tout d'abord, 96% des sénateurs soi-disant indépendants soutiendront le gouvernement sur ce projet de loi. Même si les chances qu'une telle chose se produise sont incroyablement faibles, si ces sénateurs étaient vraiment indépendants, ils ne voteraient pas seulement ensemble, ils ne voteront pas seulement ensemble comme un bloc, une fois de plus, mais ils insisteront également sur le fait qu'ils l'ont fait de manière indépendante. C'est comme si l'on jouait à pile ou face et que l'on obtenait face 96 fois sur 100. Et en demandant de croire que la pièce n'est pas biaisée. C'est un peu surréaliste d'être ici et de voir ce qui se passe. Hier, nous avons procédé à un vote sur le bâillon. À chaque fois que je me souviens d'un vote sur le bâillon, les sénateurs du gouvernement soutiennent la motion et les sénateurs de l'opposition s'y opposent. C'est exactement ce qui s'est passé lors du vote hier. Vous pouvez protester, souffler, faire semblant tant que vous voulez, mais l'empereur n'a pas de vêtements. Les Canadiens savent très bien qui sont les sénateurs du gouvernement, qu'ils l'admettent ou non. La deuxième chose qui va se produire est la suivante. Une vague bleue se prépare. Et aux millions de Canadiens qui ont suivi le débat sur le projet de loi C11, aux milliers d'entre eux qui ont pris le temps de signer les pétitions ou d'écrire aux députés, aux sénateurs, à tout cela, je leur dis,
Je suis désolée. Je suis désolée que notre système politique vous laisse tomber. Je regrette que certains d'entre vous aient vraiment cru que le Sénat était indépendant. Mais ne désespérez pas. Pierre Poilievre a promis de tuer le projet de loi C11 lorsqu'il deviendra Premier ministre. Et ce jour-là ne saurait arriver trop tôt. Le projet de loi C11 sera de courte durée. Je peux vous assurer qu'un gouvernement conservateur défendra les créateurs individuels. Il s'opposera aux gardiens et aux obstacles de la culture. Et il s'opposera aux excès bureaucratiques et aux lourdeurs administratives qui étouffent la créativité. Ce jour arrive bientôt. Prenez garde. Que Dieu bénisse le Canada.